Alors, nous le recevons et nous faisons un petit rectificatif. Mais dites-nous, M. Zarbi, déjà parti du bon pied, qu'est-ce que ça veut dire avant de parler de partir sur la pointe des pieds? Partir du bon pied, c'est prendre un bon départ. Ok. Prendre un bon départ en toute chose. Ça peut être dans une compétition, ça peut être dans un projet, ça peut être dans un acte de vie, n'importe quoi. En tout cas, c'est prendre un bon départ. Ça, c'est partir du bon pied. Oui, et c'est important de prendre un bon départ dans tout ce que nous faisons. Oui, c'est très, très important parce que ça augure en fait souvent de la suite. Mais bon, il y a des gens qui prennent de mauvais départs et puis qui se rattrapent à la fin, comme l'équipe de la Côte d'Ivoire, par exemple, Oui. qui a pris un mauvais départ au début et puis qui a bien terminé. Mais c'est toujours important de partir du bon pied. C'est Oui. très important. Est-ce que c'est risqué ou c'est dangereux de toujours faire un mauvais départ, hein? Une fois, on a raté, deuxième fois, troisième fois. Il faut se poser les bonnes questions à ce moment-là. Oui, partir du bon pied ou pas, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est le mindset ou alors l'état d'esprit de celui qui rentre dans une compétition, qui rentre dans un projet. Quel est son état d'esprit? Est-ce qu'il a envie de gagner? Donc, à ces niveaux-là, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on n'apprend plus rien vraiment aux gens. Ce qu'il leur faut maintenant, là, c'est l'état d'esprit de gagneur. Oui. Est-ce que j'ai envie de gagner? C'est pourquoi je suis là. Oui. Donc, quand on a cet état d'esprit, les étapes, les difficultés qu'on rencontre, ce ne sont que des difficultés. Mais on a le regard rivé sur la destination finale, en fait. Et comme on dit, stay focus. C'est ça. Ouais. Rester focus, rester sur l'objectif et tout. Et lorsqu'on n'atteint pas l'objectif, peut-être qu'on se dit qu'on est un peu découragé. On a envie dans une situation, hein, on a envie de partir sur la pointe des pieds. Alors, comment on part sur la pointe des pieds pour ceux qui ne savent pas? Déjà, avant même de dire comment on part sur la pointe des pieds, il faut savoir ce que c'est que partir sur la pointe des pieds. Allons-y. Parce que c'est quelque chose d'hyper important à savoir dans les relations interpersonnelles, dans les relations de couple, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations sociales, tous azimuts. C'est très important de connaître ces techniques de manipulation que certaines personnes utilisent. Oui. Quand on est dans une relation, tout baigne, tout va bien, on ne se plaint pas. Et puis, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui part, mais sans crier gare. Oui. Il part sans annoncer, il part sans alerter. Et puis, on le voit partir. Mais la difficulté, c'est qu'à la fin de la journée, ça crée des troubles psychologiques chez la personne qui en est victime. C'est pour ça qu'il est important d'informer les gens de ce que c'est que le départ sur la pointe des pieds. En fait, je le disais, c'est une technique de manipulation utilisée par certains pervers, certaines personnes qui sont couardes, certaines personnes qui ne sont pas très courageuses pour assumer leurs décisions. On est dans une relation, je veux partir, mais je veux faire porter le chapeau de mon départ à ma partenaire ou à mon partenaire. Donc, vous voyez qu'on est dans la perfidie ici. On utilise des subterfuges, en fait, pour essayer de culpabiliser celui qui est en face. Et à force de le faire, la personne finit par culpabiliser effectivement et à se sentir très mal psychologiquement. C'est pour ça que c'est assez dangereux et c'est abondamment utilisé par des gens qui sont en général très perverses, des pervers narcissiques ou alors pas seulement des pervers narcissiques parce que tous les pervers ne sont pas forcément narcissiques. Oui. Voilà, il y a d'autres pervers. Donc c'est vraiment cette technique de manipulation dont il faut qu'on parle, en fait. Bien sûr. Alors, quelles sont les manifestations concrètes de ce que vous appelez manipulation et tout? Parce que là, nous sommes dans un cadre bien spécifique, oui. Lorsque nous sommes dans une relation. Imaginez, par exemple, qu'on est dans une relation amoureuse. Je veux dire, prenons un cas très, très illustrateur de ce que je suis en train de dire. Allons-y. Quelqu'un qui vient, il est un étranger. Et il sait que les lois, par exemple, de la Côte d'Ivoire disent que pour avoir la nationalité, il faut se marier à une femme qui est nationale, une femme qui est ivoirienne. Oui. Il le sait. Donc, il vient en Côte d'Ivoire. La première chose, c'est de mettre le grappin sur une dame, n'importe laquelle. Il ne fait pas attention, il ne fait pas des tris. Il prend n'importe qui parce que lui, il a le regard fixé sur son objectif qui est d'avoir la nationalité à la fin de la journée. C'est son objectif. Mais elle ne sait pas que c'est son objectif. Pour elle, elle a rencontré son homme. Oui. Elle est sincère dans la relation, elle s'investit, temps, argent, énergie, psychologie, elle investit tout dans la relation. Et lui, quand il atteint son objectif, peut-être 5 ans, 10 ans après qu'il a la nationalité qu'il recherchait, oui. Maintenant, il décide de refaire sa vie avec une femme qu'il aime, qui n'est pas forcément celle qui partage son quotidien. Dans ces cas-là, ce qu'il fait, c'est quoi? Il décide
de faire les choses, par exemple, qu'elle n'aime pas. Il sait que la femme, elle attend tous les jours à 20 h pour manger. Ils avaient cette habitude. Désormais, il arrête d'être là à 20 h. Il sait que chaque jour, il avait l'habitude de l'appeler 10 fois par jour. Désormais, même un seul coup de fil, il ne donne plus. Elle s'en plaint. Il ne réagit pas. Elle parle. Il ne réagit pas. Il trouve que c'est elle qui en fait trop. Et à force de faire ça, il le fait doucement, doucement, doucement. C'est pour ça qu'il y a un anglicisme qui qualifie le départ sur la pointe des pieds qu'on appelle le slow fading. Oui. Le slow fading qui est exactement la description de cette situation-là. C'est-à-dire que les gens partent doucement, sans crier gare. Et cette façon de faire, elle est perverse parce qu'elle fatigue l'esprit de la personne qui est en face. C'est-à-dire, vous décidez de partir, d'habitude, il y a des choses que vous faites, maintenant vous décidez de ne plus les faire. Et pas parce que vous n'en avez pas les moyens, mais parce que simplement vous êtes en train de partir et vous ne voulez pas annoncer. Vous ne voulez pas porter le chapeau du départ. Vous voulez que ce soit l'autre qui en soit responsable. Donc, à la fin de la journée, elle met vos bagages dehors et puis vous dites, voilà, vous voyez, c'est pas moi, hein, c'est elle qui m'a chassé. C'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Regarde, mes mains, elles sont blanches, hein. Je suis coupable de rien du tout. C'est elle qui est partie. Parce que tous ces bons avaient atteint l'objectif. Simplement. Et c'est le côté qui est vilain. Parce que, en général, les victimes à ce niveau-là sont tellement sincères dans ce qu'elles font que, voilà, elles ne voient pas le danger venir. Et le danger, au moment où elles s'en rendent compte, ces victimes-là, le danger est déjà présent partout dans leur environnement. Oui. Alors, là, comment sortir de ce genre de manipulation? Déjà, avant de sortir, il faut pouvoir reconnaître qu'on est dans une telle situation. Donc, sortir ici, ça se situe à 2 niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est déjà comment reconnaître quelqu'un qui est comme ça. Et puis maintenant, quand on est dans la situation, comment faire? Donc, quelqu'un qui est manipulateur, ça se voit dès le premier contact. Dès les premiers contacts. C'est quelqu'un qui a toujours raison. C'est quelqu'un qui a tendance à vous faire porter le chapeau de ses décisions, à vous faire porter le chapeau de ses actions. Il n'est jamais coupable de rien. Quand vous avez affaire à quelqu'un comme ça, méfiez-vous. Parce que ça va se reproduire dans des actes plus importants de la vie, qui ne sont pas forcément les petites choses auxquelles vous pensez. Oui. Ça, c'est vraiment le signe majeur qui montre qu'on est dans la manipulation. Et quelqu'un qui discute peut-être sur tout aussi, qui essaie de gagner sa raison en se plaignant de tout. Oui, il faut distinguer, si vous voulez, le côté naturel de ce qui ne l'est pas, de ce qui est pervers ici. Le côté naturel, c'est qu'il y a des gens qui ont des tempéraments, par exemple, le tempérament du colérique. Oui. Le colérique, il pense qu'il a toujours raison. Donc, il a tendance à tout justifier, il a tendance à avoir un leadership fort. Ça, c'est le colérique. Ça n'a rien à voir avec le côté pervers. Oui. Le côté pervers, c'est-à-dire que je pose un acte en toute conscience. Et je sais que c'est moi qui en suis le coupable. Mais j'ai tendance à vouloir faire porter le chapeau de ce que je fais là à l'autre. Oui. Non, c'est pas moi. L'exemple le plus illustrateur ici se trouve dans la Bible. Vous voyez, Adam se trouve avec Ève. Oui. Ève va manger la pomme avec le serpent. Et puis, quand Dieu lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ça veut dire que c'est toi qui es responsable de tout ce qui arrive là. Si tu n'avais pas mis cette femme-là, ça ne serait pas arrivé. Ça, c'est, si vous voulez, c'est l'expression typique de ce côté un peu pervers. Si vous avez des gens qui ont tendance à se comporter de cette façon-là, il faut vous en méfier. Ça, c'est déjà ça, à la base. Oui. Maintenant, quand on n'a pas fait attention, quand on est dans la situation, on est dans le couple au quotidien, on est dans la relation professionnelle, on est dans la relation d'amitié, et puis on a des gens qui nous entourent, des gens sur qui on compte, des gens avec qui on fait les choses de façon très, très intense tous les jours, et puis qui se comportent de cette façon-là, c'est de se dire, je ne suis coupable de rien. Pas que ce n'est pas de ne pas se remettre en cause. C'est vrai, quand on se remet en cause, on essaie de voir, d'analyser les choses. Quand vous voyez que, mais ce sont des choses en fait, qui ne tiennent pas la route, oui. Ne culpabilisez pas. Ne culpabilisez pas. Parce que quand tout se passe dans la tête. Quand vous commencez à culpabiliser, je vous assure que vous allez commencer à développer des pathologies.
Parce que vous allez dire, voici une belle relation que j'ai gâchée. Et puis vous commencez à perdre l'estime de vous-même. Non, mais j'ai gâché cette relation-là, c'est ma faute. S'il ne rentre plus, oh là 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 là, je l'ai chassé en plein hiver, je l'ai chassé en plein harmattan. Oh là là, bon, maintenant qu'on avait un enfant ensemble, c'est en ce moment précis, je l'ai chassé. Et vous vous rendez compte que, mais la personne, dès que vous avez mis ses affaires dehors, mais lui, il s'est déjà remarié avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il avait la personne en sous-main. Bien sûr. Est-ce qu'il faut en discuter lorsqu'on commence à constater ce genre de choses? C'est clair que dans un couple, il faut toujours discuter de tous les sujets. Il faut parler. Mais quand vous parlez, vous avez quand même un cerveau, vous avez une intelligence, vous analysez les choses. Vous voyez? Quelqu'un, par exemple, qui vous donne des habitudes, ça veut dire qu'il en a la capacité. Et qui arrête ça brutalement alors que les capacités n'ont pas tari. Vous comprenez par là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dis quelque chose, bon, j'appelle ma femme 10 fois dans la journée. Ça veut dire que je peux le faire. Si j'ai fait ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps que j'ai, par exemple, satisfasse mon intérêt. Oui. Si j'ai pu faire ça, ça veut dire que la capacité de le faire, je l'ai. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, subitement, je ne suis plus capable de le faire? Alors que, par exemple, ma situation socio-professionnelle n'a pas changé. Pourquoi je ne peux plus donner les 10 coups de fil? J'ai dit à quelqu'un que je l'aime et puis je ne suis pas capable de prendre ses nouvelles dans la journée. Pourquoi? Si j'ai toujours été comme ça, c'est autre chose. Oui. Mais si avant, c'est des choses que je faisais tranquillement, dès que j'arrive au bureau, j'appelle ma femme à 10 h, est-ce que tu as mangé? À midi, qu'est-ce que tu vas manger? À 16 h, quel est ton état? À 18 h, bon, tu es en train de rentrer. Si j'ai l'habitude de faire ça, ça veut dire que je peux le faire. Il faut on va bien comprendre, hein, ce que vous êtes en train d'expliquer là, ce sont des signes révélateurs. Hein. Absolument, oui. Absolument, absolument, des signes révélateurs. Vous dites à quelqu'un, bon, ben, vous avez l'habitude de lui dire, bon, ben, tiens, 5 000 francs comme ton argent de poche, c'est un exemple. Oui. Et la personne apprécie, et vous aussi vous appréciez, vous prenez plaisir à faire ça. Votre situation n'a pas changé, professionnellement parlant, vos ressources n'ont pas tari. Et puis soudain, vous arrêtez. Quand on vous interpelle dessus, il n'y a pas de raison valable. Donc moi, quand vous me dites ça, quand vous ne me donnez pas de raisons valables, moi, j'en fais pas un plat. Oui. J'apprends à me battre, j'apprends à me passer de vous, j'apprends à vivre sans vous. Je veux dire, j'apprends désormais aussi à pouvoir me construire seul. Donc, si je ne le fais pas, que je continue de penser que, ah non, mais peut-être que je fais trop, je me plains trop, inutilement, peut-être que c'est moi qui en rajoute, peut-être que c'est moi qui suis trop jaloux, etc. Quand vous rentrez dans cette logique-là, vous êtes en train de rentrer dans son jeu, en fait. Oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dès que vous prenez la décision de mettre fin à la relation, vous voyez que ça ne lui cause aucun tort parce que lui, il a déjà fait sa vie. Oui. Il est déjà installé ou elle est déjà installée. Ça veut dire que les choses étaient là au moment où vous étiez là aussi. Dans vos 12 ans de vie, peut-être que lui, il avait 8 ans, oui, sans que vous le sachiez. Comme on dit dans pour toi, j'avais pour moi. J'avais pour moi. Et c'est le côté pervers qui est là, parce que c'est malhonnête, c'est vraiment dommage qu'on soit dans ce genre de choses. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans les relations interpersonnelles. Oui. Les gens, ils parlent toujours d'hypocrisie, et il est bon de les interpeller, de leur dire, attention, l'hypocrisie fait partie de la nature humaine. Nous sommes tous, à un degré ou à un autre, tout à fait hypocrites. Et on ne va pas toujours révéler ce qui est à l'intérieur de nous. Ça fait partie de la nature humaine. Il faut en prendre conscience. Bien sûr. Et quand on en prend conscience, on sait alors comment se comporter en fonction. Quand je sais que les pervers de ce type-là peuvent exister, je peux en croiser sur ma route, je suis vigilant. Et quand ça se présente, bon, ben, je prends la décision qu'il faut pour mon bien-être psychologique, pour ma santé mentale. Merci beaucoup. Merci de terminer avec ces mots et c'est ça qui est le plus important, avoir son bien-être psychologique et sa santé mentale au bon point pour pouvoir avancer et se réaliser.